Oui, dans tous les sens, les modifications apportées au code électoral dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024 suscitent interrogations, inquiétudes et controverses, notamment dans le rang de l'opposition. Certains estiment que ce nouveau code vise à imposer l'hégémonie d'un parti politique sur l'échiquier politique national pour les élections générales de 2026. La question est d'actualité. Je reçois pour en parler M. Alain Adiou. Il est membre du bureau politique du parti FCBE, Foscori.Bénin Émergent. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci de me recevoir. Merci de rester avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y a quelques jours, la FCBE a donné son avis favorable pour la relecture du code électoral pour un bon déroulement des élections générales de 2026. Ce qui a été fait par les parlementaires, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui ce code suscite des inquiétudes? Depuis le dernier trimestre de l'année passée, 2023, FCBE, parti de l'opposition, qui a éprouvé toutes les lois depuis 2019-2020, code électoral, loi sur la décentralisation, et j'en passe, ce parti a donc organisé des séminaires de formation, de réflexion sur ce qui va mal dans ces différentes lois. Donc FCBE a pris le temps nécessaire pour réfléchir. Je rappelle que le parti a, le seul de l'opposition, depuis 2019-2020, éprouvé toutes les lois que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc, à l'issue de ces 2 séances de formation et d'appréciation des difficultés liées au code, nous avons élaboré un chapelet de revendications. Et on s'est dit, la meilleure formule, c'est de porter ces préoccupations au niveau des décideurs. Nous avons donc demandé audience au président de l'Assemblée nationale, au président de la Cour constitutionnelle. Le deuxième n'a pas eu le temps de nous recevoir jusqu'à maintenant. Nous avons demandé audience au président du Conseil électoral, donc la Sénat, qui nous a reçus comme le président de l'Assemblée nationale. La Sénat nous a dit, vous avez des propositions qui rejoignent les nôtres, puisque c'est nous qui gérons les élections. Vous êtes allés au-delà, nous avons d'autres préoccupations qui ne sont pas les vôtres. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus et on a échangé. On a abordé un certain nombre de propositions à faire. Quand on a fini, il nous a demandé de bien vouloir mettre à sa disposition un document. Ce que nous avons fait. Il a annoncé qu'il porterait ça au niveau de qui de droit. Ce qu'il a fait. À partir de là, ils ont reconnu que les analyses de FCBE étaient fondées et qu'il fallait corriger différentes difficultés glissées dans les lois qu'ils ont votées nuitamment et précipitamment en 2019. C'est à partir de là que la Cour constitutionnelle a été saisie. D'abord par l'intermédiaire d'un citoyen. La Cour a débouté le citoyen, mais a quand même pris tous les éléments en compte. C'est autosaisi pour avancer. Et le 4 janvier, la Cour constitutionnelle a rendu une décision, a demandé à l'Assemblée nationale, aux députés, de bien vouloir corriger telle ou telle chose. Notamment, si ce sont les députés de 2023 qui vont accompagner, qui vont parrainer les candidats à la présidentielle de 2026, parce que c'est cela qui s'entendait, si c'est cela, donc les maires de 2020 le font également, mais puisqu'il y aura des élections municipales, communales et législatives avant l'élection présidentielle en 2026, il y a problème d'égalité entre les maires actuellement en fonction et ceux qui seront élus. Une partie de ceux qui seront élus seront déjà installés comme maires entre le 1er et le 5 février 2026. Les autres ne seront pas encore installés entre le 5 et le 15 février. Or, le 5 février, c'est une date butoir. Dans la loi, c'est à cette date-là que les candidats à la présidentielle devraient déposer leur candidature, leur dossier à la Sénat. Et une pièce maîtresse qui devait manquer, c'est le parrainage.
Donc tout le problème est à ce niveau-là. Donc la Cour constitutionnelle a dit, regardez et corrigez le manque d'égalité, Oui, la rupture de la d'égalité. Cour rejoignait ce que vous aviez proposé. C'est même pas nous qui avons soulevé ça. C'est pas nous qui avons soulevé ça. Mais la Cour a dit, pour harmoniser un certain nombre de choses, voici ce que moi je vous propose en tant que Cour constitutionnelle. Les députés ont donc été saisis. Et à partir de là, vous avez observé, vous êtes à Cotonou, vous êtes au Bénin, vous avez observé qu'il y a eu deux grandes initiatives qui ont été prises. Dans un premier temps, une proposition de loi pour réviser la Constitution et changer l'ordre des élections en 2026. D'abord la présidentielle, suivie par les autres, les députés, l'élection législative et municipale qui devait avoir lieu en janvier devait être déplacée sur le mois d'avril ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que dans cette proposition de révision de la Constitution, les députés, ceux-ci qui étaient élus, mis en fonction pour 3 ans, finir leur mandat en 2026, janvier, eh bien, on prolongeait leur mandat, ce qui est déjà une anomalie. Le président de la République, l'actuel, si l'élection présidentielle avait eu lieu à fin 2025 ou au début 2026, si on avait changé le calendrier, lui, on l'a entendu dire, lui, il accepte de perdre quelques mois de son mandat. Mais c'est une violation de la Constitution. Parce que justement, concernant son mandat jusqu'en 2021, mandat 2016-2021, il y a eu des constitutionnalistes, un citoyen, professeur, qui s'y connaît, qui est technicien de la chose, qui a dit 5 ans, c'est 5 ans. Ça lui a valu 10 ans de prison. Parce qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. La Constitution a dit, votre mandat, c'est 5 ans. Donc si on enlève un jour, ou si on ajoute un jour, c'est une violation de la Constitution. Ça se passe au Sénégal actuellement, n'est-ce pas? Donc ce projet n'a pas connu un bon aboutissement. Oui. Et c'était tant mieux. Ça a été donc pour répondre à la demande de la Cour constitutionnelle, il y a eu d'abord cette tendance-là. Heureusement que début mars, les députés, sagesse pour sagesse, ont dit non, on ne touche pas à nouveau à la Constitution du Bénin. La deuxième proposition forte qui a été faite, c'est une révision, une modification du code électoral. Oui. Et nous y voilà. Oui. Dans le code de 2019, il y avait déjà des choses qui posaient problème. Par exemple, pour avoir droit à la répartition des sièges une fois que vous faites les élections législatives, vous devez réunir au plan national 10%. C'est une nouveauté qui n'a jamais existé avant 2019. Et quand on a appliqué ça, il s'est retrouvé quoi? On a eu quoi comme résultat? Un Parlement monocolore. C'est-à-dire que des députés qui auraient pu siéger n'ont pas pu le faire. Ça a été valable également pour les élections communales, municipales, etc. Donc déjà en 2019, il y avait ce problème-là. Donc, les députés devaient corriger. Mais ils ont le pouvoir, en tant que législateurs, ils ont le pouvoir d'aller au-delà de ce que la Cour constitutionnelle leur a demandé. Ils ont utilisé ce pouvoir-là. Et qu'est-ce qu'ils nous ont produit? Vous avez rappelé le 4 ou 5 ou bien 5 ou 6 mars dernier, ils ont produit des articles, des modifications qui ont durci l'exclusion. Oui, par exemple, on est passé de 10% à 15%. Oui. Et on a ajouté concomitamment, il ne suffit pas d'avoir 15% de parrain, il faut que désormais, ces 15%, ce nombre de députés ou de maires, proviennent des 3/5 des circonscriptions électorales législatives. C'est un durcissement. Ils ont ajouté également une nouvelle disposition, modification. Pour être éligible au siège, donc la répartition des sièges, vous devez réunir 20%
dans chaque circonscription électorale. Oui, avant de venir là, ce que je voulais demander, c'est que parmi, je vais dire, les propositions faites par la FCBE, est-ce que cela n'a pas été, les propositions, voilà, n'ont pas été prises en compte? Aucune des propositions. C'est la raison pour laquelle vous montez au créneau? Non, non, pas du tout, pas du tout. Oui. Les députés sont libres de tenir compte à ce niveau-là, on peut dire, la procédure, elle est mauvaise. La procédure, elle est exclusive. Les députés, les 109 députés aujourd'hui, proviennent de 3 formations politiques. 2 de la mouvance et 1 de l'opposition. Nous avons, dans le pays, grâce à la réforme du système partisan, je ne dis pas que c'est une réforme à succès, hein, mais avec la réforme, nous avons aujourd'hui une quinzaine de partis politiques reconnus. C'est-à-dire qui ont le droit d'exercer leur pouvoir en tant que parti politique. Sur les 15, il n'y a que 3 qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a donc 12 qui ne sont pas. Parmi ces 12, FCBE a déclaré fait une opposition non parlementaire, puisque FCBE a des élus communaux municipaux. FCBE a 260 élus communaux municipaux, mais n'a pas de députés. Les démocrates n'ont pas d'élus communaux municipaux, ils en ont 0, mais ont 28 députés. Donc, FCBE fait de l'opposition non parlementaire. Les 12 n'ont droit à rien. Ils sont des partis politiques. Ils animent la vie publique. FCBE reçoit du financement public grâce à ces 260 élus communaux municipaux. Donc, a droit de citer, doit donc parler, faire des propositions. Donc, nous avons exercé notre droit. Les propositions n'ont pas été prises en compte. Ce n'est pas là le problème. Ce que nous dénonçons, c'est l'exclusion. Parce qu'on a proposé que le président de l'Assemblée nationale fasse une large concertation ou une consultation. Écoutez les gens, écoutez la société civile. Parce que quand ça va mal dans le milieu politique, c'est pas seulement, les conséquences ne sont pas vécues seulement dans le milieu politique, c'est dans toute la société. Quand la paix est menacée, c'est tout le pays. D'accord? Donc, on devrait prendre en compte, selon nous et selon beaucoup d'autres personnes, la société civile également, les forces religieuses également, on devrait prendre en compte toutes les couches de la société, consulter, et maintenant, les 3 qui sont représentés à l'Assemblée nationale, les 3 partis, s'asseyent en tant que législateurs. C'est à eux que le pays, les mandants, donc les citoyens, ont conféré ce droit-là, s'asseoir en tant que législateurs, tenir compte des propositions retenues d'accord partis et maintenant élaborer. Ils ne l'ont pas fait. Nous dénonçons donc la procédure. Je demandais justement, les parrainages obtenus devront provenir des 3/5e, voilà, des circonscriptions électorales législatives, soit 15 circonscriptions sur les 24 que compte le pays. Est-ce que c'est trop demandé? D'abord, c'est trop demandé, parce que nous avons fait l'expérience dans le pays des 10%, ça a provoqué l'exclusion. Quand on passe de 10% à 15%, on fait quoi? On durcit, on aggrave l'exclusion. Ça veut dire que n'auront droit à compétir que les partis politiques qui sont déjà à l'Assemblée. Et je donne un exemple. Nous avons entendu un haut responsable qui est président d'une commission parlementaire, commission technique parlementaire, qui est également un membre influent d'un parti de la mouvance. Pour justifier ce qu'ils ont fait à l'occasion de la modification du code, il a dit ceci. Les 15%, pour avoir les 15%, nous avons tenu compte de la situation du parti Les Démocrates, parti d'opposition qui est à l'Assemblée nationale. Pour fixer les 3/5e, nous avons également tenu compte de ce parti-là. Et il a dit, quand on prend 109 députés, plus 77 maires, ça fait 180, etc. On divise ça, on prend 15%, ça nous donne 27, quelque chose. Le parti LD, les démocrates, ils ont 28 députés. Donc 28 députés, ça fait 15%. Quand on prend la liste des députés des 28, on voit dans quelles circonscriptions ils ont été élus, ils ont atteint les 3/5e. Donc c'est en tenant compte d'un intérêt particulier, l'intérêt d'un parti politique, ils s'en défendent en disant, mais oui, mais c'est pas seulement les députés de la mouvance, c'est également les députés de l'opposition. Donc on a tenu compte de tout le monde. Donc ils se défendent, ils justifient ce qu'ils ont créé. Mais ça ne se justifie pas. Quand on veut élaborer une loi, on ne tient compte que de l'intérêt général. La loi doit être, pour être positive et efficace,
une loi doit être impersonnelle. Les démocrates dont vous parlez ne sont pas aussi d'accord avec ce contenu-là. Mais là, on ne peut pas parler d'intérêt particulier. Si, c'est justement pour vous dire, madame, que même les démocrates, avec qui j'ai échangé hier seulement, députés à l'Assemblée nationale, on dit, ils nous ont appliqué ça en tenant compte de nous. C'est donc bon pour nous. Mais ce n'est pas bon pour le pays parce qu'on n'élabore pas une loi en tenant compte seulement d'intérêts particuliers. Vous voyez, les amis qui nous gouvernent là, ils sont très rusés, ils sont très astucieux. C'est pour dire, mais vous décriez depuis toujours que nous ne tenons compte que de nos intérêts partisans à nous, nous qui sommes de la mouvance. Et vous criez. Maintenant, on associe à nos intérêts particuliers un autre genre d'intérêt particulier. Vous êtes en train de dire que c'est une stratégie. C'est une stratégie. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. Ils l'ont reconnu quand on se rencontre ailleurs, quand il n'y a pas de caméra. Ils disent, mais oui, d'accord. Donc, ça fait partie des choses que nous dénonçons. On ne peut pas élaborer une loi en ne tenant compte que de quelques intérêts particuliers. Et ça, c'est à dénoncer. Une loi électorale, madame, une loi électorale. Vous savez, le contentieux électoral, ça ne commence pas le jour des élections. Hein. Ça commence avant les élections. Et ça se poursuit jusqu'après les élections. Et c'est porteur de germes dangereux, hein, de bouleversements dans le pays, etc. Donc oui, ces dispositions-là, avec les 20% aussi, c'est des dispositions chrysogènes, qui sont exclusives. Et il y a d'autres choses. Ceux qui ont été candidats en 2021 ont payé comme caution 50 millions. Et puis, nous avons mis dans notre plaidoyer à nous qu'il faut réduire les cautions. Donc, ils sont passés de 50 millions à 25 millions pour la présidentielle. Mais pour les élections législatives, ça n'a pas bougé. La caution pour un candidat, c'est 1,5 million. Multiplié par 109, ça fait 163,5 millions. Que parti politique mobilise dans une même année de l'argent pour les élections communales et municipales, 163,5 millions pour les élections législatives, 25 millions pour l'élection présidentielle, combien de partis peuvent faire ça? FCBU est le 4e parti sur l'échiquier politique national. Nous avons la capacité théorique, puisque nous bénéficions de 258, 259 millions de soutien public, financement public, nous pouvons dire que dans l'année, nous allons réserver 163,5 millions pour les élections législatives. Et peut-être même 25 millions pour l'élection présidentielle. Mais aucun des autres partis, les 8 autres partis, ne peuvent le faire. Ou les 12, etc. Non, c'est un constat. C'est un simple constat. Alors, là où c'est pas bien du tout, vous voyez, madame, c'est on prend l'argent public, l'argent de vous et moi, l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants, les contribuables, les pauvres paysans. On prend ça, on distribue l'argent de façon inéquitable, inégalitaire, à des amis politiques. Sur les 3 milliards, FCBE de l'opposition ne prend que 250 et quelques millions. Les démocrates, opposition, ne prennent que 200 et quelques millions. Donc mettons ensemble peut-être 600 millions pour ces deux-là. Les 2 milliards 400, ce sont les deux partis de la mouvance qui se partagent ça. C'est comme si vous engagez une course. Nous voulons aller à Porto Novo. C'est la course, aller à Cotonou-Porto Novo. Et vous positionnez des gars, les votes, vous les mettez à ses mains. Et les autres sont à Cotonou. Et vous dites, point de départ, allez-y. Mais qui va gagner? Qui va gagner la course? Mais ce sont les votes que vous avez positionnés à ses mains, à quelques kilomètres. Alors que les autres ont une vingtaine de kilomètres de désavantage sur eux. C'est ça, la malhonnêteté qui est cachée derrière les lois chrysogènes qui sont installées dans notre pays. En parlant de 20% et en parlant des députés qui doivent parrainer, ils doivent soutenir des candidats appartenant à leur parti, est-ce que ce n'est pas une manière de stabiliser un peu plus les partis politiques et de parler de bonne gouvernance? Voilà encore. Depuis le 5 ou 6 mars, là, c'est de la propagande à outrance pour montrer que ce qu'ils ont fait est très bien, que ça satisfait tout le monde, alors que c'est faux. Si c'était bien, ils n'ont même pas besoin d'autant d'argent. Et c'est encore l'argent du contribuable. Alors vous dites, mais ça stabilise un peu, parce que les députés ne pourront pas beaucoup. Non. D'abord, la Constitution dit que c'est une activité, un pouvoir qu'ils exercent librement.
la Constitution dit qu'un député, une fois qu'il est élu député, est député de la nation. Il n'y a pas de mandat impératif. Il devient député de toute la nation. Il n'est pas un député de son parti. Même si il se retrouve au niveau du parti mais il devient député serviteur de toute la nation. Ces idées-là sont battues en brèche par ce que vous avez rappelé tout à l'heure dans le Code. Mais il y a un autre élément, une jurisprudence que la Cour, assez récemment, entre 2019 et 2021, la Cour qui a géré notre pays, il y a une jurisprudence où la Cour a dit que le droit de parrainage est un droit personnel, libre, individuel. Maintenant, c'est réglé par le Code. Maintenant, le Code dit quelque chose. Oui. Alors, les amis, les 7 sages de la Cour constitutionnelle sont interpellés. Est-ce que vous pensez Ils que vont la Cour va regarder, remettre en cause ils vont regarder, oui. ils vont regarder la justesse, la constitutionnalité. Est-ce que, parce que le Code électoral est une loi mineure par rapport à la Constitution. Ils vont regarder si la loi mineure respecte la loi majeure. Si oui, pas de problème. Deuxièmement, ils vont regarder ce que eux-mêmes ils ont dit. Même si ce n'est pas Sosa, le président actuel, et que c'est Diogbenou, le président d'hier, que c'est sous sa présidence que la Cour a écrit noir sur blanc, tout le monde a rappelé ça récemment, la jurisprudence. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a le pouvoir de remettre en cause sa propre jurisprudence. Mais si elle le faisait, il faudra qu'elle se réfère à la Constitution. Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle, les amis qui sont là aujourd'hui, sont en responsabilité, non pas parce que Patrice Talon les a nommés ou parce que des députés les ont nommés, non. Ils ont été choisis parmi les 12-13 millions, je ne sais pas quoi, de Béninois. C'est des techniciens, c'est des compétents. Aujourd'hui, leur conscience, la probité, la rigueur dans l'analyse et dans la décision, c'est tout ce que nous souhaitons. Moi, je ne leur demande pas de prendre exemple sur le Conseil constitutionnel du Sénégal, mais c'est quand même une référence aujourd'hui. Si nous perdons toutes les références qui ont fait du Bénin depuis depuis 34 ans, qui ont fait du Bénin une référence en matière de démocratie, si nous perdons tout ça au profit des autres pays qui ne sont pas loin de nous, ce sera dommage que l'histoire retienne que sous le président Talon, qui a fait des réalisations au plan physique, des réalisations acceptables, à applaudir, mais que l'histoire retienne que c'est encore sous lui que la démocratie béninoise a été tuée. Ce ne serait pas une bonne chose. Une question, est-ce que dans tout ça, la FCBE se sent réellement exclue? Est-ce que la FCBE en 2026 ne pourra pas se positionner? La FCBE en 2026 pourra compétir pour les élections communales, municipales et législatives. D'accord? Mais si les choses sont maintenues avec le parrainage, ce n'est pas évident que FCBE ait un candidat à la présidentielle. FCBE aujourd'hui a 6 maires qui sont qualifiés pour parrainer. Et la loi dit 15%, donc 28. Ce n'est pas plus difficile d'ajouter 22 à 26. Nous sommes d'accord? C'est plus difficile que de renforcer par 6 les 28. Vous me comprenez? Les démocrates ont déjà 28. D'accord? Même si on sait que acrobatie pour acrobatie, le chef qui nous dirige dans le pays, ils peuvent faire que les 28 qui aient quelques défaillances, eh bien FCBE est là, à 6 maires. Donc la réflexion est en train d'être engagée. Ok? Aujourd'hui, il est question de sauver la République, de sauver le Bénin, de sauver surtout la démocratie. Alors, les forces de l'opposition ont une grande responsabilité. Tout à l'heure, l'occasion nous sera donnée. Les démocrates, les partis qui ont rejoint les démocrates il y a quelques semaines, et puis FCBE, qui arrive là, et la société civile. Tout à l'heure, il y aura une déclaration pour rejeter le code électoral et annoncer des couleurs, annoncer des choses. Est-ce que vos réactions et vos avis seront pris en compte? Vous savez, lorsque ça chauffe dans le milieu politique, et même au niveau de la société civile, c'est le peuple, le mandant, le propriétaire du pouvoir démocratique qui prend la relève. Nous commençons à nous réorganiser pour dire au peuple, attention, ils sont en train de vous mentir. Quand le peuple va maîtriser tout ça, il va faire son choix. Merci. Et le choix du peuple, c'est sûrement sur la base de ses intérêts. Parce que vous voyez, ce que le président Talon n'a pas pu réussir, c'est de donner à manger aux Béninois. Il n'a pas pu leur donner à manger.
Et depuis qu'il est là, vous et moi, nos enfants, nos petits-enfants, personne ne peut dire qu'il mange à sa faim. Et quand un peuple ne mange pas à sa faim, et que c'est seulement pour donner satisfaction aux institutions de Bretton Woods, là où on va emprunter de l'argent, on rembourse, on emprunte, on rembourse, on emprunte, et on nous réalise des routes, on nous réalise des ceci, des cela, on ne sait pas à quelles conditions, à quel coût, etc. Et le peuple meurt de faim. Non, non, madame, vous savez très bien, là où le peuple sait, plus que vous, plus que moi, là où est son intérêt. Et si jamais il a à se prononcer là-dessus, on ne peut plus rien contrôler. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que ce ne soit pas, que le peuple ne se comporte pas comme une foule, mais comme un peuple éveillé. Un peu à la sénégalaise, peut-être. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Stop et fin de cette émission. À très bientôt.